Florian Potvin, je travaille sur les investissements dans l'équipe d'impact social d'Amundi et je suis très content d'avoir cette opportunité de discuter avec vous sur un sujet qui me tient à cœur, qui tient à cœur à Amundi et puis je suis sûr tient à cœur à Didier qui présentera son entreprise, l'entreprise Bateau. Tout d'abord, je voulais peut-être aller sur la présentation et vous expliquer ce qu'était l'impact investing, qui est de la gestion financière, mais de la gestion financière assez spéciale en fait. On a reproché aux financiers pendant pas mal de temps d'être un peu déconnectés du réel, d'être sur des modèles financiers qui étaient basés sur la spéculation et beaucoup d'excès. C'est en partie vrai sur la création de certaines crises, mais la réalité de la finance et de l'activité d'investissement, c'est d'être dans le concret, d'épauler les investisseurs et les entrepreneurs dans leurs projets et leur donner les outils de les réaliser. L'impact investing, c'est donc des investissements thématiques ancrés dans le réel. Quand on parle d'impact investing, on parle de création de valeur économique, mais aussi de création de valeur humaine, et c'est important. Un impact investor va rechercher trois composantes essentielles dans son investissement. C'est un investissement thématique, à impact social et environnemental. On va essayer d'aller agir sur les problématiques de nos sociétés, des problématiques environnementales et sociales, des grands challenges que rencontrent nos sociétés pour les résoudre ou au moins apporter une partie des solutions. On recherche au travers des investissements de la performance financière. C'est important pour deux choses. C'est important puisque si en retour de nos investissements, on a de la performance financière, c'est que les modèles économiques que nous avons sélectionnés sont résilients et pérennes. C'est important. De la performance financière également pour attirer le plus possible de clients vers ces thématiques d'impact social et d'impact environnemental. La troisième composante de nos investissements, c'est la transparence. À chaque investissement va correspondre une étude d'investissement sur l'impact, une étude d'impact social, une étude d'impact environnemental, une analyse des critères qui vont être sélectionnés et un suivi. Tout ça pour produire des reportings à destination de nos clients, à destination des entreprises, à destination de toutes les parties prenantes, des gouvernements par exemple. Amundi, dans ce cadre, a choisi de mener à bien l'impact investing sur deux composantes. Les objectifs de développement durable de l'ONU. En 2015, tous les gouvernements de la planète se sont réunis pour donner une feuille de route de 2015 à 2030 afin de combattre la pauvreté dans le monde et de réussir à avoir des économies plus inclusives. Ils ont sélectionné 17 thématiques de travail. Ce n'est pas seulement des thématiques d'investissement, mais plus largement des thématiques de travail entre privé et public pour améliorer la situation de tous. Donc, Amundi suit ces 17 catégories, ces 17 objectifs. On y a rajouté quelque chose qui nous est vraiment important pour nous, c'est apporter des solutions pour les personnes qui sont démunies, les personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, les personnes qui sont dépendantes. À chaque investissement impact que l'on fait dans le fond, on essaye vraiment de répondre aux besoins de ces personnes qui sont démunies. Un petit tour de piste du marché de l'impact investing dans le monde, ça représente à peu près 500 milliards d'investissements, ce qui est quand même important, peu au regard des investissements dans tous les types d'actifs, mais 500 milliards, ça commence à être quelque chose qui se voit et c'est surtout quelque chose qui attire de plus en plus d'investisseurs puisqu'on a une croissance des encours investis sur les entreprises à impact social ou à impact environnemental qui est plus de 150% en 2018.
En France, ce marché de l'impact investing représente un peu plus de 10 millions d'euros d'investissement. C'est aussi en croissance, plus de 20% chaque année. Tous les acteurs de l'investissement s'intéressent à cette thématique. Et pour montrer un petit peu la place qu'a Amundi dans cette thématique en France, Amundi gère le plus gros fonds d'impact investing en France. Notre fonds est issu de ce qu'on va appeler la finance solidaire. C'est un mouvement qui a été initié il y a à peu près 10 ans en France, porté par l'épargne salariale en France, par les dispositifs d'épargne salariale. En France, Amundi gère 3,5 milliards d'euros investis en épargne salariale. Et ces 3,5 milliards d'euros permettent au fonds d'impact social, qui s'appelle Amundi Finance et Solidarité, d'investir en direct dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Notre fonds, aujourd'hui, est le plus gros en France. Il représente 300 millions d'euros. Il a investi dans un peu plus de 40 entreprises en France. Sur la slide suivante, on va aller voir les entreprises que nous avons sélectionnées depuis 10 ans dans ce fonds, puisque ça fait 10 ans qu'il a été créé. Ces entreprises, en fait, elles correspondent à 5 thématiques majeures qui, pour nous, en fait, représentent une opportunité d'amélioration de la cohésion sociale en France. Notre fonds, il a une vocation sociale. Donc, on va aller travailler sur l'accès au logement, avec l'accès au logement des plus pauvres, des personnes qui sont démunies, le logement social, mais aussi l'accès au logement de personnes qui sont handicapées, ou alors des personnes qui sont seniors et un petit peu dépendantes. On a contribué à loger plus de 8500 personnes en France depuis la création du fonds, et on en est fiers. Une autre composante du fonds et de la cohésion sociale en France, c'est l'accès à l'emploi. Il y a encore trop de chômage en France, trop de difficultés pour les jeunes à accéder à l'emploi. Donc, on va soutenir les entreprises d'insertion. Didier vous expliquera un petit peu plus en détail ce qu'est une entreprise d'insertion. Mais tous ces acteurs qui sont présentés sous cette catégorie accès à l'emploi aident des chômeurs ou des personnes handicapées, des personnes loin de l'emploi, à acquérir une autonomie via la professionnalisation. C'est plus de 32 000 emplois créés en France. Et comme nous avons développé aussi nos investissements internationaux, c'est plus de 230 000 petits entrepreneurs dans les pays émergents qui ont été soutenus par le fonds. Une autre thématique du fonds et de la cohésion sociale en France, c'est la santé. On investit sur des sociétés qui ont pour but de transmettre des produits et des services de santé aux personnes qui en ont besoin. On va aller soutenir des entreprises qui ont des services auxiliaires de vie, des auxiliaires de vie qui sont ces personnes qui, chaque jour, vont à la rencontre des personnes dépendantes ou handicapées pour les aider dans leur quotidien. On va aller travailler sur le bien-être des personnes âgées avec Ciel Bleu, qui est un grand dispositif d'activité physique pour les personnes dépendantes et âgées, un peu partout en France. On va aller travailler sur les déserts médicaux avec les opticiens mobiles qui permettent aux opticiens de se déplacer dans les campagnes, se déplacer auprès des personnes dépendantes. C'est plus de 170 000 personnes qui ont été soutenues par les services et produits des entreprises investies par le fonds Amundi Finance et Solidarité. Une autre composante de la cohésion sociale en France, c'est l'éducation. On va aller travailler sur l'éducation des personnes en difficulté. Environ 50 000 personnes qui ont été formées par les entreprises soutenues par le fonds avec des dispositifs intéressants. J'aimerais par exemple évoquer Simplon qui donne des cours de coding aux personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui leur apprennent le codage informatique afin de leur trouver des emplois dans les grandes entreprises françaises. Toutes ces formations sont gratuites et elles donnent accès à un emploi qui est périn. Une dernière composante, et ça c'est important également dans le spectre de l'impact investing, c'est tout ce qui est environnemental, donc la préservation des ressources naturelles. Nous, Amundi, étant issus du groupe Crédit Agricole,
On va aller surtout travailler dans les territoires, dans l'appui aux petites exploitations agricoles, aux exploitations agricoles qui sont respectueuses de l'environnement. On va aller travailler sur le recyclage, tout ce qu'on va appeler l'économie circulaire. On va aller travailler aussi sur la reforestation et sur les circuits courts et le combat contre les déchets. J'aimerais faire un tout petit point sur la slide suivante sur nos modalités de travail. Donc, nous sommes des investisseurs et à ce titre, quand on sélectionne une société, on va analyser financièrement le business plan de la société. Mais sur la slide suivante, si on peut y aller, Didier, s'il vous plaît. Pardon, excuse-moi. On va aussi pouvoir évoquer notre analyse d'impact, notre analyse extra-financière. Elle est importante pour nous, elle est primordiale pour un impact investor. Donc, vous avez sur cette slide le cheminement d'un investissement. Donc, la première des choses qui va nous permettre de sélectionner un investissement sur ces qualités d'impact social, c'est effectivement des investissements qui vont répondre aux grands challenges sociaux de la planète et des économies, celles qui ont été mis en avant par l'ONU et donc les 5 thématiques que je vous présentais auparavant. C'est ensuite un grand dialogue avec les entreprises que nous rencontrons. Nous rencontrons près de 150 entreprises chaque année, 150 entrepreneurs qui nous présentent leurs projets. Nous discutons avec eux de leur engagement social. Nous voulons investir dans des entreprises engagées dans le concret et dans des solutions concrètes aux challenges sociaux. Une fois que nous sommes mis d'accord pour étudier l'investissement, nous allons aller un peu plus loin avec l'entrepreneur. Nous allons analyser en détail toutes ses activités et son plan de développement avec des critères qualitatifs et quantitatifs, faire une grille d'analyse, savoir si les performances sociales de l'entreprise correspondent à nos attentes. Nous allons ensuite soumettre cette analyse d'impact avec l'analyse financière à un comité d'investissement. Ce comité d'investissement regroupe les grandes directions d'Amundi. Nous partageons avec ces directions notre volonté d'investir dans l'entrepreneur et nous expliquons pourquoi nous pensons qu'il est important d'aller soutenir cet entrepreneur. Si l'investissement est validé, nous allons ensuite aller vers une étape qui est très importante, c'est la contractualisation de notre relation. Un investissement en private equity ou en dette privée, c'est un investissement qui va durer 6, 7, 8 ans. Donc, nous devons organiser la relation avec l'entrepreneur. Nous devons imaginer notre dialogue sur les années à venir. Et donc, nous rédigeons un pacte d'actionnaires. Ce pacte d'actionnaires va avoir des volets financiers, mais aussi des volets impact. Avec l'entrepreneur, nous allons décider de critères d'impact qui devront être suivis au cours de l'investissement. Ensuite, une fois cette note rédigée, nous allons réaliser l'investissement et ensuite, il va s'en suivre un long périple qu'on appelle le développement de l'entreprise et c'est ce qui est le plus important. Nous venons vraiment, en tant qu'investisseurs, aider l'entrepreneur à développer son entreprise. Et nous restons pendant 5, 6, 7, 8 ans partenaires de l'entrepreneur. Nous dialoguons avec lui, nous essayons de le soutenir dans ses démarches. Voilà pour un petit tour d'horizon de ce qu'est un impact investor et de comment nous voyons les choses chez Amundi. Je pense que ce qui est primordial de comprendre, c'est que nous faisons ça pour les entrepreneurs sociaux et pour la population française. Et j'aimerais laisser la parole à Didier qui est un entrepreneur voilà, plein d'innovation sociale et plein de bienveillance et qui va vous expliquer son parcours et pourquoi il a souhaité développer aujourd'hui le projet Bateau. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Didier Toquet. Je suis très heureux d'être avec vous parce que je suis un entrepreneur comme vous et qu'on a, surtout en ce moment, je trouve pas mal de choses à se dire, à imaginer ensemble. J'ai, en 30 ans, créé plus de 25 entreprises
Et avec le recul, je réalise que les entreprises qu'on crée à 20 ans, par exemple, ne sont pas les mêmes que celles qu'on crée à 40. Les motivations d'entrepreneurs sont différentes. Moi, mes premières motivations dans mes 20 ans, c'était d'aller voir le monde. Et j'ai créé des entreprises qui m'ont permis d'y aller. J'ai pu aller au Maghreb, en Afrique, aux États-Unis, toujours avec l'idée de gagner ma vie, mais surtout de voyager, de mieux comprendre les choses, d'observer. Ça a été très instructif. À un moment, j'avais une entreprise qui battait un peu de l'aile au Maroc et je suis revenu à Paris à mes 30 ans pour passer un mois ou deux à essayer de trouver des nouveaux partenaires. Et j'ai rencontré la femme de ma vie. Et en rencontrant la femme de ma vie, on a commencé à faire des enfants. J'ai découvert ce qu'on appelle l'économie familiale, me semble-t-il, c'est-à-dire comment il faut courir pour ramener de l'argent au nid. Et ma motivation d'entrepreneur pendant ces années-là, ça a été ça. Ça a été de pouvoir élever la famille comme je l'entendais. C'était l'époque aussi de la première bulle Internet, la première bulle dite spéculative. Et je sais que certains d'entre vous sont sur des projets IT. Ça a été un moment assez extraordinaire. J'ai créé 3 entreprises à cette époque-là. La première s'appelait Adoncel, pub à vendre. C'était un site de vente aux enchères d'espaces publicitaires de dernière minute entre professionnels quand vous aviez des pages à vendre dans un magazine, avant sa publication, des minutes de radio, des stands sur les expositions. J'en ai créé une deuxième ensuite qui s'appelait Net Company et qui était un site qui était une entreprise de référencement de sites par agents intelligents dans les moteurs de recherche. Et la troisième s'appelait conférencier.com. Elle mettait en relation des conférenciers avec des organisations qui les cherchent. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça a été un moment assez désarçonnant, j'ai envie de dire, pour un entrepreneur, puisqu'on avait à peine commencé. On avait des fonds qui venaient nous voir avec des puissances d'investissement colossales qui étaient, je crois, beaucoup plus déstabilisantes qu'autre chose. Pour Adoncel, par exemple, on a eu un fonds qui est venu nous voir au bout de 9 mois d'activité et qui nous proposait 25 millions de francs, à l'époque c'était des francs, pour plutôt développer ce qu'on avait prévu de développer au départ sur notre territoire français, de le développer en Allemagne, en Angleterre, etc. Puis j'ai trouvé aussi que c'était assez désarçonnant pour les actionnaires qu'on réunissait, qui étaient dans l'entreprise, que les fonds avaient plutôt à l'époque, sur cet aspect-là des choses, tendance à diviser. En tout cas, c'était les expériences d'entrepreneur. Je regardais mes enfants pousser, puis je me suis intéressé au début, fin des années 90, à l'environnement et au développement durable, en essayant de comprendre comment je pouvais aussi participer à préparer un monde qui soit agréable pour mes enfants, par exemple, et pour les autres. Et je me suis mis à organiser des congrès, des salons professionnels sur l'environnement d'abord, et puis ce qu'on a appelé ensuite le développement durable. J'ai organisé, je sais pas, les assises nationales des déchets, par exemple, qui étaient destinées aux collectivités locales, aux élus, aux cadres territoriaux et aux techniciens qui travaillent sur ces sujets, les assises nationales de l'eau, de l'air, de l'effet de serre, etc. Et ce qui était passionnant quand on était organisateur de ces congrès, c'est qu'il fallait qu'on synthétise ce qui s'était passé en France, en Europe et dans le monde sur les problèmes qu'on abordait pour les partager avec ceux qui venaient suivre ces conférences. Ça m'a beaucoup enrichi, ça m'a permis aussi d'aller faire pas mal de voyages d'études où j'ai notamment rencontré, fin des années 90, les promoteurs de ce qu'on appelle encore aujourd'hui le zéro déchet, par exemple, qui étaient des universitaires de Berkeley à San Francisco, qui luttaient au départ contre un projet de 300 incinérateurs aux États-Unis pour brûler les déchets, mais qui, au lieu de, j'ai envie de dire, se taper la tête contre les murs, comme on sait parfois bien le faire chez nous, essayaient sans arrêt d'imaginer tout ce qu'on pouvait faire avec nos déchets. Alors, ça m'a éclairé à plein de niveaux, ça m'a aussi ouvert une porte, celle des déchets, qui est la porte de la consommation. Quand on veut agir sur la consommation durable aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de mettre la main dans nos poubelles pour comprendre comment on consomme et ensuite prendre les mesures qui s'imposent. De là, je me suis mis à concevoir, après avoir été éduqué finalement par l'activité d'organisation de ces congrès et de ces salons, je me suis mis à essayer de construire systématiquement les entreprises que je créais, d'abord en les imaginant sur les 3 piliers du développement durable, le pilier économique, parce qu'il faut de l'argent pour faire marcher tout ça, le pilier social et le pilier environnemental. Et quand on préparait cette intervention, on m'a demandé mais comment est-ce qu'on fait pour équilibrer les trois piliers. Et c'est ce que je vais essayer de vous dire brièvement dans le diaporama à qui je passe la parole.
Dès le départ, avec mes fameux étudiants de Berkeley, on imaginait quelque chose qui était tout bête et qui est devenu finalement assez tendance aujourd'hui, c'est que quand on a un bilan d'entreprise, on présente à la dernière ligne de son compte d'exploitation, on présente nos chiffres, on sait tout de suite si on gagne ou on perd de l'argent. Et c'était d'essayer de rajouter 2 lignes en dessous de ce bilan qui étaient les profits ou les pertes engendrées par nos activités sociales et environnementales. C'est devenu, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais c'est devenu un modèle aujourd'hui qui est déterminant pour les RSE, et quelque chose qui nous fascinait aussi beaucoup à ce sujet-là, c'est que du coup, ça voulait dire que la réussite d'une entreprise profitait à l'ensemble de ses parties prenantes. Les parties prenantes d'une entreprise, vous le savez, elles sont nombreuses et vous en côtoyez tous les jours. S'intéresser aujourd'hui aux bénéfices que nos activités peuvent rapporter en termes social ou en termes environnementaux peut intéresser bien des parties prenantes, avec finalement quelque chose d'assez simple à faire autour de ce triple bilan, où finalement on va favoriser le dialogue et la collaboration avec des parties prenantes sur d'autres sujets qui ne sont pas forcément immédiatement liés à pourquoi on va les voir en premier, et qui m'ont permis, moi, personnellement, d'ouvrir de nombreuses portes. Quand on s'adresse à quelqu'un pour parler de social ou d'environnement et qu'on essaie de co-construire les choses pour essayer de prendre des décisions optimales et donc durables, c'est souvent, en tout cas, une porte d'accès qui m'a permis de rencontrer des gens souvent très difficiles à rencontrer et que j'ai pu faire avec cette chose-là dans l'ensemble des parties prenantes qui composent notre écosystème. Chacun d'entre nous en a un qui est propre, on peut les prioriser. Et on aimait bien, nous, tout ce qui pouvait présenter des tableaux de synthèse de tout ça. On n'est pas obligé de faire la cartographie de l'ensemble de ces démarches sociales et environnementales qui sont liées à notre activité, mais on peut commencer par des choses simples. Ça, par exemple, c'est le tableau d'une entreprise qui fabrique et qui diffuse des équipements électriques et électroniques et qui a fait sur les achats responsables en disant, en rouge, c'est les familles d'achats qui présentent des marges d'amélioration dans le domaine social, notamment droits humains, etc. En jaune, c'était les familles d'achat qui touchaient le domaine environnemental, plutôt lié à la fabrication de leurs produits. Et en bleu, c'était les familles d'achat qui présentaient les marges d'amélioration dans le domaine sociétal, insertion, PME, handicap. Et on retrouve là les logiques qu'on peut confier à des structures d'insertion, par exemple, une partie de son facility management ou embaucher les handicapés, etc. Et je trouvais, depuis, en tout cas, moi, systématiquement, dans la manière dont je présente, le cas échéant, à des investisseurs ou à d'autres, notre activité, on essaie comme ça, sans arrêt, de montrer des petites cartographies de là où on en est ou là où on veut aller. Vous en avez qui sont un peu plus sophistiquées, mais quand on regarde celle-là, par exemple, c'est une douzaine de problématiques qui sont évoquées. On voit ici le niveau de maîtrise de l'entreprise. C'est une entreprise qui fait de la promotion immobilière et de la gestion de patrimoine. Et on voit bien en vert, par exemple, qui s'intéresse à la biodiversité, à l'eau, aux ressources naturelles et aux déchets, et à l'éthique des affaires qui est vert, ou même aux performances énergétiques et environnementales. On voit où la société situe les logiques qu'elle doit développer avec des impacts significatifs. On a toujours l'importance pour le business et puis l'importance pour les parties prenantes. Et je trouve que c'est toujours très intéressant d'avoir une partie du discours qu'on a avec les parties prenantes qui vont nous aider dans le développement, de pouvoir leur présenter en tout cas nos premières réflexions et nos réflexions à venir sur ces sujets-là. Ensuite, je me suis mis à créer des entreprises, mais uniquement avec l'ambition de pouvoir les équilibrer sur les 3 piliers dont je vous parle, social, environnemental et économique, bien évidemment. Et une entreprise que je crée il y a un peu plus de 10 ans, 12 ans, s'appelle Nouvelle Attitude, et elle s'était spécialisée sur le recyclage des papiers de bureau. J'ai toujours été engagé et très intéressé par les politiques sociales des entreprises que je crée, d'abord avec les salariés ou les parties prenantes, nos clients, etc., avec lesquels on travaillait, mais aussi en pensant qu'il y avait des dynamiques intéressantes à créer si notre structure était capable aussi d'accueillir des gens qui étaient éloignés de l'emploi pour une raison ou pour une autre et de les ramener vers l'emploi. Non seulement c'était intéressant en termes d'engagement personnel, mais c'était intéressant aussi en termes de modèle économique. C'est un vrai modèle économique. Et Nouvelle Attitude, c'est une société qui s'est fait agréer par la Direct en tant qu'entreprise d'insertion professionnelle. C'est-à-dire que la Direct vous confie à ce moment où vous avez cet agrément, qui est un agrément volontaire, qu'on va chercher ou pas. J'étais une SARL au départ pour faire ça. Et qui, du coup, nous confie des candidats, souvent au RSA, souvent sans formation, avec mission sur une durée maximum de 24 mois de les remettre à l'emploi pérenne.
pas forcément dans l'entreprise, même si ce n'est pas souhaitable, mais de les remettre au travail. Pour ça, l'État nous donne 10 000 euros par ETP et par an. Lorsque l'on est conventionné, c'est des conventionnements qui sont très surveillés. Alors, d'abord, ça veut dire que notre autorité de tutelle, c'est la directe. Et j'aime bien le dire souvent, moi, quand j'en parle à des clients ou à des partenaires, parce que quand on est tous les ans regardé et analysé dans tous nos résultats par la directe, eh ben, c'est gage qu'on est une entreprise sérieuse, qu'on est une entreprise éthique et qu'on tient la barre. Un parcours s'organise sur 24 mois, l'État nous donne 10 000 euros par ETP et il se trouve qu'un RSA coûte à peu près 20 000 euros à la collectivité locale. Donc, quand l'État nous donne 10 000 euros, nous, on paie le reste du salaire, puisque ce sont des salariés qui ont un contrat un peu spécifique, mais qui est un vrai contrat de travail. On paye la moitié, en gros, un peu plus de la moitié du salaire. Et le reste de l'argent nous permet d'organiser un encadrement un peu particulier de ces candidats. On a ce qu'on appelle des chargés d'insertion qui règlent les problèmes sociaux, par exemple, des candidats, ce qui n'est pas fondamentalement le rôle d'un chef d'entreprise au départ. Et puis qui nous permet aussi de financer de la formation pour ces candidats, pour les amener vers le projet professionnel qu'on a défini avec eux. L'État, en nous confiant cet argent, nous fixe des objectifs qui sont en général d'atteindre au moins 60% de ce qu'ils appellent des sorties dynamiques, c'est-à-dire de retour à l'emploi pour les candidats. Et pour information, nous, on était plutôt à 80-85% à chaque fois qu'on nous en a confié. Quand l'État nous donne 10 000 euros, déjà le RSA lui coûte 2 euros, enfin, il lui coûte la moitié de ce qu'il lui coûtait auparavant. Et si on arrive à trouver un travail à ces personnes, ils deviennent à ce moment-là des acteurs comme les autres, payent leurs charges sociales, etc. L'État nous dit qu'à chaque fois qu'ils nous ont donné 1 euro pour un parcours d'insertion et qu'on l'a réussi, lui en reprend 4 derrière. Ce que je veux dire, ce sont des externalités positives qu'on a du mal à valoriser dans nos bilans traditionnels et que nous, par exemple, on essaie d'expliquer le plus possible parce que ça fait partie d'une mission, je dirais, de l'entreprise, au-delà même de toute la dynamique interne que ça crée avec les salariés de l'entreprise. Et donc, c'est une belle histoire parce que les salariés de l'entreprise sont à la fois, bien sûr, des travailleurs, mais sont aussi des gens qui sont sensibles à participer à l'accompagnement de tout ça. Et c'est cette dynamique collective aussi qu'on recherche et qui a du sens et qui est très productive. Donc, on s'est fait conventionner. Ensuite, on a un jour vu un facteur qui est venu nous livrer du courrier dans la petite cassette grise à la sortie de la camionnette. Il nous a posé le courrier dans l'entreprise. On faisait du recyclage de papier de bureau, je ne sais pas si je vous l'ai dit. On s'était attaqué à ça. Quand on a un conventionnement par la directe, c'est un conventionnement qui est départemental, il est très territorial et il est là pour créer de l'emploi non délocalisable. Il faut le savoir parce que ça nous permet aussi de tester du coup nos modèles d'affaires sur un département en premier lieu, un premier territoire. Avec ce facteur, on a réalisé que la camionnette partait pleine de papier courrier le matin et revenait à vide le soir dans son entrepôt. On est allé voir le directeur du courrier de la Poste en tant qu'entreprise d'insertion par l'activité économique, qui nous a reçus assez facilement, en lui disant « Mais pourquoi, quand le facteur dépose du papier courrier dans notre entreprise, il ne reprend pas du papier à recycler dans un même mouvement? Vous, la Poste, en plus, le papier, c'est une histoire importante, etc. La gestion de fin de vie aussi. » On a décidé d'utiliser l'ensemble des équipements du courrier pour collecter le papier, qui sont supposés être des déchets, donc on n'a pas mis des poubelles, ce qui était très intéressant pour la Poste parce que depuis des années, il y a une baisse de courrier de 5 à 6% par an, ce qui fait qu'il y a beaucoup de matériel disponible et qui sert de moins en moins et qu'on pouvait du coup réemployer pour d'autres usages que leur usage initial dans leur chaîne logistique. On pouvait aussi bénéficier de ce qu'on appelle les vides de camions des 5000 transports quotidiens qui sont organisés par la Poste pour transporter les colis et les courriers existants. Et les rapatrier à coût quasiment nul et à très peu d'impact sur l'environnement sur nos centres de distribution. On a passé un accord national avec les papetiers recycleurs, les industriels qui étaient implantés sur notre territoire en disant 100% des papiers collectés restaient en France, en inventant des circuits logistiques les plus courts possibles, en faisant une traçabilité, ça c'est la Poste qui est très forte là-dessus, et une juste répartition de la valeur créée entre les parties prenantes. Le papier, c'est un marché de matières premières secondaires très spéculatif, qui dépend du coût du yuan, l'Asie qui a acheté beaucoup de nos vieux papiers ou des coûts de transit, et donc c'était important de rassurer les partenaires et essayer de donner de la durabilité à un système, à une collecte qu'on faisait aujourd'hui. En 5 ans, après être devenu filiale du groupe La Poste, on a fini par, en tant qu'entreprise d'insertion, devenir filiale du groupe La Poste. On a créé plus de 450 parcours d'insertion réussis, avec des taux de sortie dynamique, comme je vous le disais, de plus de 80%. On a collecté 140 000 tonnes de papier recyclé,
créé 150 emplois en CDI, et on faisait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et 10% de résultats nets quand j'ai quitté la Poste, service rendu, parce que c'est vrai que les gros groupes ne sont pas forcément les univers des petits entrepreneurs, en tout cas dans lesquels je suis. Aujourd'hui, enfin quelques années, il y a 2 ans, on a créé une autre entreprise assez intéressante aussi, conçue toujours sur un modèle équilibré sur les 3 piliers dont on parlait, qui s'appelle Bateau, qui est une entreprise solidaire d'utilité sociale. Ça, c'est encore un autre statut. On est une SAS au départ et on a un agrément ESUS, on appelle ça, qu'on a été demandé à la directe et à la préfecture, où la recherche d'utilité sociale est au cœur de notre projet. Ça veut dire qu'on a des gouvernances spécifiques avec nos salariés, puis on a aussi des actions qui se tournent vers des gens, alors qui peuvent être pas forcément des RSA, comme on l'évoquait tout à l'heure dans le cadre des politiques d'insertion, qui peuvent être par exemple des jeunes en apprentissage, etc. Et tous les ans, on doit à la directe montrer quel a été par exemple l'impact de notre recherche d'utilité sociale sur notre compte d'exploitation, et prouver toute la gouvernance démocratique qu'on a aussi mise en œuvre dans notre entreprise. Tous ces sujets-là, finalement, font partie de ce qu'on a tout à chacun à régler dans nos entreprises. Et les labels qu'on essaie d'obtenir aujourd'hui, enfin qu'on a obtenus par exemple sur ce que je viens de vous dire, ont toujours été extrêmement intéressants pour créer cette dynamique collective. Et je vous parlerai même de l'approche qu'on a eue avec Amundi en conclusion. On est parti d'un constat, toujours un constat de déchets. Il y a 1 million de bateaux de plaisance qui sont immatriculés en France. L'âge moyen du parc est plus de 35 ans. Les propriétaires sont très âgés. Les jeunes ne veulent plus reprendre les bateaux. On se retrouve avec une masse de bateaux de plaisance à détruire aujourd'hui, dont on ne sait pas quoi faire parce qu'on ne sait pas recycler les coques qui sont en polyester. Les seules manières qu'on a de les gérer aujourd'hui, c'est de les mettre dans une décharge ou dans une incinération. C'est des procédés qui sont coûteux, qui sont à fort impact sur l'environnement et qui sont même très peu disponibles à proximité. Aujourd'hui, on a des coques broyées de bateaux qui vont se faire brûler, par exemple, dans des fours de cimenterie jusqu'en Turquie parce qu'on n'a pas d'exutoire local. On a décidé, nous, d'essayer de s'intéresser à ce qu'on appelle un modèle d'affaires circulaire. Alors là, c'est encore une autre économie qui vient au-dessus de l'économie sociale et solidaire, mais qui a beaucoup de liens, à mon avis, à créer. Modèle d'affaires circulaire, c'est un modèle qui prolonge, entre autres, enfin, il y a plusieurs modèles, mais l'autre prolonge la durée de vie d'un habitat de loisir sur l'eau qu'on transforme en d'autres formes d'habitat sur terre ferme. On a 2 ans d'existence, un peu plus de 2 ans d'existence. On a abordé 4 marchés. Le premier, c'est le gîte et l'hébergement insolite. On transforme nos bateaux, les vieux bateaux navigants, en bateaux à terre. On peut en faire des gîtes pour les particuliers, pour les vendre à des campings. On les refait à l'intérieur. Nos métiers, c'est la menuiserie, le composite, la métallerie et l'agencement. Notre concept, c'est la croisière immobile. On dit qu'en fait, nos vieux bateaux vont maintenant servir à tous ceux qui ont le mal de mer, par exemple. Et c'est un concept qui a su toucher en tout cas certaines cibles, notamment dans le milieu du tourisme durable. On l'a transformé en aire de jeu pour enfants, où on associe une ville au patrimoine de 100 bateaux et aux enfants de la ville qui font leur première navigation. On en a transformé en salle de réunion inspirante pour les entreprises, en partant que vivre une réunion comme un équipage, plus une salle de réunion est inspirante, puis elle est productive. Ça, c'est des salles qu'on a fait qui sont très connectées pour le coworking ou pour la location. Et puis, on a des projets en cours aujourd'hui qui sont d'assembler ces bateaux pour en faire des ports-villages. On travaille beaucoup avec les ports de plaisance qui se vident de leurs bateaux parking, j'ai envie de dire, et qui cherchent de nouvelles activités à développer aujourd'hui, mais qu'on peut développer aussi sur des campings. Il n'y a pas d'endroit finalement où on ne peut pas poser un bateau qui est un bel objet propice à l'évasion et à tout un tas de choses. La recherche d'utilité sociale, je vous en ai parlé, est toujours au cœur de notre activité. On a beaucoup pris le parti de travailler avec des très jeunes. On a même des jeunes de 14 ans en maison familiale rurale qui viennent passer 6 mois en alternance chez nous. C'est formidable parce qu'on leur fait découvrir les métiers. C'est leurs premières expériences en général. Et on a diffusé modestement, parce qu'on est encore une petite structure, on a 5 salariés, plus de 6 000 heures de formation et de parcours et d'insertion métier en 2019 sur notre exercice. Et c'est ce qui a convaincu. C'est un sujet qui est très grand public, l'ensemble de ce que je viens de vous dire, qui nous donne aussi accès à des médias. Et je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je voudrais conclure simplement peut-être en vous disant que
qu'une entreprise, que à la fois dans Nouvelle Attitude ou à la fois, par exemple, dans le partenariat qu'on a avec Amundi aujourd'hui, on a commencé par un territoire, comme je vous le disais, qui est un territoire assez simple à comprendre. C'est là où on a vraiment testé les choses. Et finalement, les leviers qu'on cherche en essayant de s'associer avec des grands groupes, c'est plutôt la reproduction de nos modèles sur d'autres territoires. Aujourd'hui, dans le projet de développement qu'on a présenté à Amundi, il y avait bien évidemment tout ce que je viens de vous raconter sur bateau. Il y avait aussi l'idée de reproduire sur un ou deux autres territoires, à la demande de certaines régions d'ailleurs qui nous sollicitent pour le faire, le modèle économique. Que vous dire d'autre? Il y a la crise du Covid qui vient de nous arriver dessus, qui est bien bloquante sur certains marchés. Sur la bienveillance d'un groupe comme Amundi, elle est vraiment réelle. Tout à l'heure, Florian vous signalait qu'ils accompagnaient. C'est vrai qu'on fait partie du club partenaire d'Amundi. Et à ce titre-là, d'abord, on a beaucoup d'échanges avec l'équipe qui gère le fonds Finance et Solidaire, mais aussi entre les membres de ce club. Et il y a vraiment de la part d'Amundi, de façon très pragmatique et très opérationnelle, la volonté d'essayer de nous mettre en relation avec des structures qui nous intéressent, ou qui peuvent nous intéresser, ou qui peuvent participer à notre développement. Ça fait aujourd'hui quelques mois que Amundi est entré dans le capital de bateau. Comme je vous l'ai dit, il y a cette crise. Alors, ce qui est formidable pour nous, c'est que l'apport d'Amundi, qui devait servir ou qui doit servir au développement de l'entreprise, nous permet aussi aujourd'hui d'avoir de la trésorerie, ce qui est quand même fondamental. Je pense que si Amundi n'était pas entré dans le capital, je ne sais pas si on en serait encore là aujourd'hui. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre attention et je termine le PowerPoint. Voilà. Pour vous retrouver. Merci Didier. Allô? Alors, peut-être qu'on se parlait que tous les deux, Florian. Non, il y a bien. Peut-être. Parce que je te vois qu'à Merci beaucoup l'écran. pour votre présentation. En fait, Benoît a essayé de prendre la parole, mais malheureusement, son micro. Ah, pardon. Merci à tous les deux. On a déjà pas mal de questions pour l'un et pour l'autre. Pour Florian, notamment, des questions concernant les critères d'Amundi. Par exemple, quels sont les critères de maturité des sociétés dans lesquelles vous investissez, notamment au niveau chiffre d'affaires? Alors, on va dire que on est assez flexible. On a un cœur de portefeuille qui va être plutôt sur du capital développement, donc des sociétés qui, on va dire, ont déjà une base de clientèle et un business qui est là depuis quelques années sur un territoire. Et on va arriver avec des investissements qui sont entre 1 et 10 millions d'euros pour soutenir le développement de l'entreprise, pour qu'elle passe d'un état, on va dire, régional à un état national. Donc ça, c'est le gros du portefeuille. Maintenant, sur la périphérie, on peut aller sur des dossiers d'innovation sociale avec des stades de maturité qui peuvent être plus early stage et des investissements qui sont plus petits, autour de quelques centaines de milliers d'euros, 500 000 euros. Ce n'est pas le cœur de métier de notre fonds. Notre cœur de métier, c'est vraiment le capital développement. Aller soutenir un modèle qui a fait ses preuves sur un territoire et de l'emmener sur un niveau national, voire international. Mais c'est vrai qu'on peut prendre la latitude d'aller sur des dossiers qui sont en amorçage, un peu plus jeunes, quand on pense qu'il y a une vraie innovation sociale. Je pense que Bateau, quand on s'est rencontrés, avait 2 ans d'existence. C'était un peu jeune pour nous, mais on est sorti un petit peu de nos critères parce qu'on trouvait que la réponse apportée par Didier et puis Romain, son co-entrepreneur, était assez élégante sur une problématique qu'on n'avait pas vu adresser pour l'instant. Des bateaux de plaisance en fin de vie et également aussi les métiers en territoire. Ok, super. Donc, vous ne fixez pas uniquement sur le niveau de développement des startups. J'ai une autre question pour vous, Florian. Est-ce que vous portez une grande importance aux agréments et labels
Par exemple, Didier parlait de l'agrément ESUS. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites attention lorsque vous étudiez un dossier dans lequel vous pourriez investir? Alors, par réglementation, on est obligé d'avoir à peu près 50% de notre portefeuille qui est investi sur des entreprises ESUS. Pourquoi? Parce qu'on fait partie du grand mouvement français qui s'appelle la finance solidaire. Et effectivement, le label ESUS est bien sorti de ce mouvement-là, l'économie sociale et solidaire et la finance solidaire. Donc, au moins 50% du portefeuille est sur ce label qui a des objectifs qui sont intéressants pour nous. Un objectif au niveau des sociétés, des activités qui répondent à des problèmes sociaux ou environnementaux. Une envie de collaboration au sein de l'entreprise entre les dirigeants d'entreprise, mais aussi les employés. On cherche à promouvoir ce type de travail collaboratif. Et puis un encadrement des dépenses de l'entreprise avec dans la comptabilité le poste dédié à l'impact social qui est mis en avant, et puis un encadrement des rémunérations. Donc ça correspond un petit peu à notre état d'esprit. Donc 50% du portefeuille là-dessus, 50% où on est un peu plus libre et on peut aller investir dans des entreprises qui n'ont pas ce label. Pour autant, souvent, les entrepreneurs, peu à peu, vont aller demander ce label. C'est normal. À mon avis, on partage les mêmes envies et les mêmes finalités. Donc, les entrepreneurs vont chercher ce label au bout d'un moment. Super, merci beaucoup, c'était très clair. Une question plutôt pour Didier à présent. Vous parliez tout à l'heure de l'importance de prendre en compte l'aspect économique, social et environnemental. On a une question d'Olivier qui nous dit que le triple bilan est un concept intéressant. Connaissez-vous la comptabilité verte et l'avez-vous déjà testé? Alors, ce qui est fascinant quand on attaque l'ensemble de ces nouvelles économies, la comptabilité environnementale, par exemple, que j'aimerais bien faire apparaître vraiment au bilan, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'exercices ou de modèles managériales, même aujourd'hui, pour le faire, et que ça permet à des structures comme les nôtres de les co-construire avec des partenaires qui sont forts pour le faire. On a notamment, nous, par exemple, des gros partenariats avec la recherche et l'éducation, notamment avec l'Université de Nantes, l'IAE, où on est en train de finaliser un dossier dans lequel l'ensemble de la comptabilité environnementale de la filière de réemploi des bateaux de plaisance qu'on crée sera donnée tous les ans dans nos résultats. C'est pas si simple que ça, parce que ça permet aussi, ça nous oblige aussi à travailler sur ce qu'on appelle par exemple l'économie de la fonctionnalité, qui est un modèle extrêmement intéressant pour aujourd'hui quand on dit qu'on fait de l'économie circulaire. Et toutes ces économies finalement un peu, enfin, pas périphériques, parce que ce sont des vraies économies, mais ont toujours ce problème de montrer la valeur monétisable quelque part qu'elles ont. Et d'ici à 6 mois, on aura bien des résultats à présenter. Et en tout cas, on présentera à Amundi notre prochain bilan avec l'ensemble de ces critères. Merci Didier. On a une question qui s'adresse à tous les deux, donc je ne sais pas comment vous souhaiterez vous organiser. Comment se passe l'accord entrepreneur-investisseur, une répartition des bénéfices, à partir de quelle année, pourcentage accordé à l'investisseur pour quelle somme, niveau d'intervention de l'investisseur sur la gestion de l'entreprise? En d'autres termes, comment se passe la relation lors de l'entrée au capital du fonds? Florian, tu y vas ou j'y vais? Bon, l'entrepreneur, hein, puisque c'est quand même, on confie des capitaux à l'entrepreneur et c'est lui qui pilote la gestion économique de son entreprise. Alors, fondamentalement, quand on est un acteur de l'économie sociale et solidaire comme on l'est, on n'est pas là pour se distribuer des bénéfices. On est là pour les réinjecter dans le système, pour lui donner de la durabilité le plus longtemps possible. Donc, a priori, pour l'instant, les accords qu'on a avec Amundi, c'est de ne pas se distribuer de bénéfices pendant, je ne sais plus combien, 5 ou 6 ans. On a marqué ça dans notre pacte d'actionnaires. Et puis, pour vous donner aussi des idées plus pragmatiques, quand on négociait avec Florian la prise de participation d'Amundi dans le capital de bateau, Amundi nous avait dit à juste titre qu'ils allaient, eux, donner leur principe de valorisation de l'entreprise et nous faire une proposition.
Et puis on était parti sur un premier pourcentage dans les discussions qui évoquaient, puis qui, au fur et à mesure des négociations, s'est augmenté, hein. Et quand on discutait de tout ça, dans les échanges qu'on avait avec Amundi, on dit mais finalement, pourquoi vous nous soutenez, Amundi? Ils nous disent pour notre impact social, notamment, et notre impact environnemental. Et on a décidé que la différence éventuellement du pourcentage qu'Amundi voulait avoir dans le capital de l'entreprise entre la première et les deuxièmes hypothèses de valorisation, on allait en faire de la distribution gratuite d'actions aux salariés de l'entreprise. Donc, on a aujourd'hui, la première décision qu'on a prise ensemble, ça a été d'affecter 10% des actions distribuables aux salariés de l'entreprise. C'est-à-dire que ce que je trouve fascinant, c'est qu'une petite structure de quartier comme la nôtre, quand même, vraiment, je le dis réellement, ou territoriale, puisse, avec un groupe de la puissance d'Amundi, arriver à un dialogue pareil. Et je pense qu'on est capable de faire bouger toutes les lignes qu'on a envie de faire bouger, en tout cas dans le dialogue qu'on a avec Amundi, si tant est qu'on est convaincu et qu'on est sérieux dans nos approches sociales, dans nos approches environnementales, et qu'on les a bien compris et qu'on sait comment on va les construire. Pour compléter, effectivement, nous, quand on investit avec notre fonds d'impact social, on a vocation de créer une plus-value sociale avant de créer une plus-value financière. Donc, effectivement, il y a du réinvestissement dans le projet, il y a l'inclusion des salariés dans le projet. Donc, tout est fait, en fait, pour que les bénéfices de l'entreprise restent sur le développement de l'entreprise. Je vous ai dit au tout départ qu'on restait des investisseurs et qu'on devait apporter une performance financière à nos clients. Et en fait, plus qu'avec l'entrepreneur, c'est plutôt nous, dans la construction de notre fonds, qu'on essaye de piloter une construction du fonds qui nous permet de ramener un peu de performance financière à nos clients. Nos clients, quand ils investissent dans un fonds d'impact social, ils investissent pour l'impact social, pas pour le rendement financier. Il y a d'autres produits pour ça et nos clients savent très bien que quand ils me choisissent pour le soutien à l'entrepreneuriat social et solidaire, pour le réinvestissement dans ces entreprises de l'ESS. Et donc voilà, c'est notre mandat et c'est ce qu'on fait au jour le jour. Merci beaucoup à tous les deux pour ces réponses hyper complémentaires. Une autre question pour vous, Florian, concernant Amundi. Investissez-vous dans des sociétés à l'étranger, en Afrique notamment? On investit majoritairement avec ce dispositif sur des entreprises qui sont françaises. Pourquoi? Parce que les clients qui nous ont confié leur argent sur ce fonds sont des clients français, que ce soit des particuliers ou des institutionnels, des banques, des assurances ou des fondations. Ces clients donc, ont un spectre et une attention sur la France, sur la cohésion sociale en France. Amundi est un groupe international et on a pris la décision d'apporter aussi notre soutien à l'entrepreneuriat social et solidaire en Europe. On commence à soutenir des entrepreneurs italiens dans ce sens, sur la thématique de la santé notamment. Et c'est assez important, notamment en ce moment avec les problématiques du Covid. On a été investir dans une entreprise qui a pu développer et présenter des tests Covid à l'ensemble de la population italienne. C'était assez important et aujourd'hui, on travaille sur les thématiques de déserts médicaux en Italie. Donc France, Italie, on souhaite continuer notre développement en Europe. Au niveau de l'Afrique et de l'international, avec notre fonds, pour l'instant, on le fait au travers d'organismes français qui ont des activités en Afrique ou en Asie. C'est surtout des entreprises de microfinance. Et je pense que pour l'instant, notre exposition aux pays émergents est assez maximale au niveau de ce dispositif-là. On réfléchit à la constitution d'un dispositif qui sera dédié aux financements internationaux dans les prochains mois et on espère pouvoir
effectivement le proposer assez rapidement. Super, on l'espère aussi. Didier, vous parlez des différentes compagnies que vous aviez pu monter. Une personne nous demande s'il y a eu un retour financier positif dans toutes ces expériences. J'ai toujours vécu comme j'avais envie de vivre. Donc après, ça dépend de comment j'ai envie de vivre. Mais oui, il y a eu des sociétés que j'ai vendues, comme je crois que je l'avais dit tout à l'heure, des sociétés que j'ai cédées ou des sociétés que j'ai données ou que j'ai arrêtées. Fondamentalement, pour moi, le critère de la vente finale n'a jamais été ma motivation principale. J'ai toujours eu besoin d'argent pour monter mon projet. J'en ai tiré une rémunération juste et équitable qui me va bien, mais ça n'a pas été un des critères de... Depuis longtemps, ce n'est pas un critère pour moi Tout à l'heure, j'ai essayé de vous expliquer que finalement, ce qui m'intéressait d'abord, c'est comment j'avais envie de vivre en fonction des époques de ma vie et comment je trouvais le financement pour le faire. J'ai jamais essayé voilà, de surmultiplier la valorisation d'une entreprise pour la vendre. Souvent, je vois des gens qui essaient de faire ça, c'est-à-dire ils veulent gagner de l'argent en vendant un jour leur entreprise pour faire ensuite ce qu'ils ont envie de faire. Moi, j'ai toujours préféré aller faire directement ce que j'avais envie de faire et du coup, ben, trouver des financements qui n'étaient pas les mêmes quand j'habitais en Afrique ou quand j'avais 3 enfants, etc. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais en tout cas, c'est la mienne. C'est parfait. Florian, une autre question pour vous. Quel sera l'impact de la crise du Covid-19 sur votre stratégie d'investissement futur? Alors, nous, j'ai présenté nos 5 thématiques d'investissement qui correspondent à des problématiques sociales de long terme en France. Malheureusement, hein, on aimerait pouvoir les résoudre rapidement, mais les problèmes de logement, il y a encore 4 millions de personnes qui sont mal logées en France. Le chômage est présent partout, sur tous les âges, et ainsi de suite. Les personnes dépendantes et la vieillesse et la dépendance qui arrivent en France. Donc, ces thématiques, elles sont là. On travaille dessus avec nos capacités. 300 millions, ça peut paraître important, mais c'est peu par rapport à ce qu'il y a à faire. Donc, j'en appelle aussi aux investisseurs qui nous regardent à aller venir investir sur nos thématiques solidaires et sociales pour nous aider. Donc, ces thématiques, elles ne vont pas changer. Ceci étant dit, cette crise du Covid, elle met quand même en lueur quelques problématiques en France. La problématique des déserts médicaux. On a vu que dans certaines régions en France, il manquait d'équipements médicaux. C'est une des thématiques sur lesquelles on voulait porter nos investissements dans les prochains mois. Et je pense que la crise du Covid va accélérer le mouvement de notre équipe vers les investissements sur tout ce qui est déserts médicaux en France. La crise du Covid, elle met aussi en lueur une problématique sur l'éducation. L'éducation des enfants qui n'avaient pas accès à l'éducation numérique. Voilà. Le gouvernement, quand il a fermé les écoles, il a mis en place des outils numériques pour la continuité de l'éducation des enfants. Or, une partie des enfants en France n'ont pas les moyens d'avoir accès à tous les dispositifs numériques que nous connaissons, les ordinateurs, Internet et ainsi de suite. Nous allons continuer à travailler sur cette thématique-là, l'éducation pour les enfants des populations dans le besoin en France. L'insertion professionnelle, c'est aussi important. On pense qu'il y aura un choc économique en France et beaucoup de chômeurs qui vont malheureusement voilà, garnir un petit peu les bancs du Pôle emploi, qui étaient déjà bien pleins. Et on va continuer à travailler sur l'insertion économique. Voilà. Donc, les déserts médicaux, l'éducation pour les populations défavorisées, et puis l'insertion économique. Très clair, merci beaucoup Florian. Une dernière petite question pour vous peut-être. Investissez-vous seulement dans des entreprises ou pouvez-vous aussi investir dans des fonds type VC? Une question de Michel. Nous n'investissons que dans des entreprises. On a pour vocation, comme je le dis, à aller choisir directement les entrepreneurs, devenir partenaire, pouvoir dialoguer avec eux. Et pour cela, on essaye
quand même d'être en direct avec les entrepreneurs. C'est plus simple. Très bien, merci beaucoup. Une dernière question de Jean-Charles qui a eu l'occasion de lire que les levées de fonds pour les projets de start-up sont quasiment à l'arrêt avec la crise du Covid. Qu'en est-il de votre fonds d'amorçage, car son projet à lui est en stand-by actuellement? C'est vrai que certains fonds ont arrêté les activités d'investissement. C'est normal parce qu'on est dans un environnement économique qui est vraiment incertain. Donc, il faut faire attention à ce que l'on fait, ne pas aller trop vite quand on prend des décisions d'investissement. Pour autant, nous continuons. Il y avait des dossiers d'investissement qui étaient engagés avant la crise du Covid et on les a menés à bien. On a signé un investissement la semaine dernière. On va en signer un cette semaine et si tout va bien, on signera aussi la semaine prochaine. Il faut comprendre que nous, on travaille vraiment sur ces problématiques sociales. Tant qu'on peut déployer de l'argent et apporter des réponses concrètes sur des problématiques sociales que rencontrent les Français, on le fera. Merci. Et d'un point de vue géographique, vous disiez que vous vous focalisiez pour le moment globalement sur le territoire français. Une question d'Antoine qui demande si les projets soutenus par Amundi en France recouvrent l'ensemble du territoire français ou est-ce qu'il y a une grande majorité en région parisienne? Non. On est effectivement attentif à l'ensemble des territoires. Notre groupe Crédit Agricole est présent dans les territoires. C'est un groupe mutualiste proche des réalités locales. On travaille main dans la main avec les caisses régionales du Crédit Agricole pour apporter notre soutien comme on peut à chacune des caisses régionales. Selon les thématiques sociales qui sont à aborder dans ces territoires. Maintenant, Amundi, comme je l'ai expliqué, a pour vocation de prendre assez souvent un projet qui a fonctionné dans un territoire et l'aider à se développer sur une envergure nationale, voire internationale. Donc, effectivement, au bout d'un moment, il est vrai que des entreprises ont une taille qui fait qu'elles ont des activités assez importantes sur la région parisienne. Mais on est attentif à ce qui se passe dans l'ensemble du territoire français. Et même les dom-toms. Génial, un grand merci. On a encore quelques questions, mais malheureusement, on n'a plus le temps parce qu'il est 15 heures, il vient d'arriver à 15 heures et on doit s'arrêter là. Je voulais vous remercier tous les deux, Didier et Florian, pour tous ces témoignages que vous avez pu nous faire. Florian, on connaît mieux à présent le fonctionnement de votre fonds et le fonctionnement d'un fonds à impact plus généralement. Et Didier, merci pour votre témoignage de ces différentes start-up à impact que vous avez pu fonder. Vous avez des merci dans l'onglet Converser, donc bravo à tous les deux pour le temps que vous nous avez donné. Excusez-moi, j'étais en train de lire la question. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous tous. Merci pour bon votre courage. temps. Merci Didier, merci Florian, ça a été un plaisir. À bientôt. À bientôt Didier. Au revoir. Au revoir. Pour les participants, on se retrouve demain à 14 h pour un webinaire sur le leadership de demain avec Sandy Becky. Quel nouveau modèle de pensée et de fonctionnement du leadership pour demain? Ce sera la question auquel elle tentera de répondre durant le webinaire. Un grand merci à tous et on se retrouve donc demain dès 14 h. Merci.